Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 5 août 2021. Alors comme d'habitude, on commence par le contexte de marché. Un peu plus tard, je ferai une petite parenthèse car hier j'ai parlé du R3, le ratio R3. J'ai cherché des ressources sur Internet, pas grand-chose en français. J'ai trouvé un site pas mal en anglais, en attendant peut-être de rédiger moi-même quelque chose, car effectivement j'ai eu du mal à trouver des ressources complètes en français. Alors on commence par le contexte de marché avec des indices européens qui ont enregistré une troisième séance consécutive de hausse hier. Les investisseurs ont salué les données économiques optimistes et encore les solides performances, notamment des valeurs technologiques qui ont bondi de 1,9% et ont atteint des niveaux qui n'ont pas été observés depuis la bulle Internet. Sur le front des données, le PMI a fait état d'une croissance de l'activité du secteur privé de la zone euro à un plus haut niveau depuis 2006. Les ventes au détail, de leur côté, ont augmenté pour un deuxième mois consécutif en juin, grâce notamment à l'assouplissement des restrictions relatives au Covid-19. À Wall Street, les indices ont clôturé en ordre dispersé suite notamment aux commentaires hawkish de plusieurs membres de la Fed, mais principalement du vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, mais également aux récentes données macroéconomiques. Alors, ce qu'a dit Richard Clarida, c'est que la Banque centrale pourrait commencer à réduire ses achats d'obligations plus tard dans l'année, mais cela dépendra largement de la reprise du marché du travail. Concrètement, il a déclaré que les conditions d'une hausse des taux aux États-Unis pourraient être réunies d'ici la fin 2022. On a eu d'autres déclarations, décidément. Il y a eu Bullard de la Fed qui a déclaré que la reprise du variant Delta ne devrait pas avoir un grand impact sur l'économie. Il y a eu également Daly de la Fed qui a déclaré s'attendre à ce que la Réserve fédérale américaine soit en mesure de réduire ses taux d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. On commence à y voir un peu plus clair concernant le tapering avec une Réserve fédérale américaine qui se montre de plus en plus hawkish. On a eu déjà des premières indications sur les attentes de la Fed, notamment concernant le marché du travail, d'où l'importance du NFP de demain. Alors, les commentaires du vice-président de la Fed ont entraîné le billet vert en rebond. On s'attendait à un renforcement du billet vert. Il a atteint un plus haut hebdomadaire aux alentours des 92,30. On parle ici du dollar index, le billet vert face à un panier de devises majeures. Alors avant cela, il avait testé un support clé à 91,80, on va le voir, un peu plus tôt lors de la séance. Du côté du marché obligataire, le rendement d'obligation de référence du Trésor à 10 ans est passé sous la barre des 1,2% et a oscillé autour de son niveau le plus bas depuis la mi-février. Alors concernant les données, on a pris connaissance, avant le rapport NFP de demain, on a pris connaissance euh, du rapport de l'ADP, pardon, qui a montré que les entreprises privées n'ont créé que 330 000 emplois le mois dernier. C'est une forte décélération par rapport aux 680 000 emplois. Ça avait été révisé à la baisse en juin et c'était bien en dessous des attentes des analystes. Les analystes tablaient tout de même pour 70 000 emplois. Alors par ailleurs, le PMI non manufacturier de l'ISM a atteint un nouveau record de 64,1 en juillet contre 60,1 en juin. C'était supérieur aux attentes qui étaient de 60,5, donc largement supérieur. Les attentes tablées pour 60,5. On a une publication du PMI non manufacturier de l'ISM à 64,1. Alors à présent, après les chiffres de l'ADP, tous les regards se tourneront vers le chiffre NFP de demain. Ce sera le tournant de la semaine, peut-être même du mois. Petite parenthèse sur la situation en Chine. À noter que les médias d'État chinois ont critiqué le fait que les sociétés de jeux vidéo en Chine bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les sociétés de logiciels et que en parallèle ces sociétés de jeux vidéo rendent les gens dépendants. Et donc ce rapport appelle à une taxation plus élevée de ces sociétés de jeux vidéo. Un petit mot sur le pétrole également. Il y a un gros signal technique, on va en parler, on va voir pourquoi on est en train de casser une oblique haussière qui relie des creux, on va le voir. Le WTI a donc chuté de 3%. Il se négociait tôt ce matin à 68,50. On est déjà à 67,74. On perd du terrain. C'est son plus bas niveau depuis le 20 juillet. Le Brent a chuté de 2,40%. À 7 heures du matin, il était à 70,60. On est passé sous les 70. On est à 69,86.
gros signal à l'heure actuelle. Tout cela dans un contexte de crainte par rapport à la propagation pardon, rapide du variant Delta, ce qui pourrait nuire à la demande d'or noir, de pétrole brut. Du côté de l'offre, on a pris connaissance des données de l'EIA. Ces dernières ont révélé hier une augmentation surprise des stocks de brut aux États-Unis, la semaine passée, hein, parce que ce sont des données qui ont une semaine de retard. Et c'était donc la plus forte hausse depuis la première semaine du mois de mai. Donc voilà pour le contexte, voilà pour les différents chiffres dont nous avons pris connaissance, hein, à présent. Bon, aujourd'hui, on prendra connaissance des chiffres de la décision sur les taux de la BOE. On prendra connaissance également de la balance commerciale aux États-Unis. Voilà, donc BOE à 13 h, balance commerciale 14 h 30 et les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis 14 h 30 également. Bien entendu, le focus, hein, les opérateurs sont dans l'attente de ce fameux rapport NFP, les Non-Farm Payroll. Alors, on passe sur les... Alors, à la fin, on parlera du R3. On passe sur les indices boursiers. On passe directement sur le DAX, un DAX qui a donné un signal technique. Ici, en journalier, on est en repli en ce début de séance européenne, 15 663 points. On aura plus de visibilité en H4, vous voyez. On est sorti par le drapeau. On avait abordé hier, hein, cette première résistance qui fera barrière au DAX, hein. On l'avait testé du bout de la mèche supérieure, hein, c'est ce que l'on disait hier. C'est effectivement la résistance aujourd'hui. Alors on est sorti de la figure chartiste, du drapeau. C'est une figure de continuation. Donc cette tendance haussière qui a été amorcée à ce niveau-là devrait se poursuivre. La tendance euh, qui est dans le sens de la tendance de fond, hein, une tendance de fond qui est haussière sur le DAX. Donc c'était un signal haussier, signal chartiste. On fait face à la résistance des 15 690, plus largement 15 700. Si on se hisse au-dessus, c'est retour, hein, vers les sommets historiques, voire plus haut, hein. On a une belle projection de Soda à 15 973, je vous le rappelle. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à l'heure actuelle de se hisser au-dessus afin de poursuivre la hausse, hein. Si on y arrive, la prochaine target sera bien entendu, comme d'habitude, les récents sommets avant d'aller chercher notre projection d'Osoda. Voilà pour le DAX, une configuration technique chartiste assez claire depuis la sortie de cette figure. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq qui se maintient au-dessus, largement au-dessus des 15 000 points. Voici les données journalières. On a une prochaine résistance à 15 200, retracement externe de Fibo à 161,8%. En données H4, pareil, on a une sortie de figure chartiste. Ici, un fanion. Alors, ce sont deux figures de continuation, hein, les fanions et le drapeau, ce qu'on a vu sur le DAX, ce qu'on a vu sur Nasdaq. Il y a d'ailleurs un autre fanion sur Société Générale, un autre drapeau, pardon. On en est sorti par le haut, vous voyez, c'est assez impressionnant, hein, sur Société Générale. C'est ce qui a porté le CAC 40 à la hausse récemment, suite à la publication des résultats. D'ailleurs, on m'a demandé de m'intéresser au CAC 40 lors des prochains Good Morning Market. On m'a demandé pourquoi je m'y intéressais pas. Alors, je vous avoue que je m'adapte principalement à la demande, mais on va en parler. On va parler du CAC 40 prochainement. Il me faut le temps de préparer un petit peu le graphique d'un point de vue technique, vu que je l'ai laissé de côté dernièrement. N'hésitez pas à me le confirmer, hein, que ça vous intéresse. En tout cas, j'ai eu un commentaire hier dans ce sens-là. Donc, effectivement, c'est un indice très intéressant. Les sociétés, on les connaît, les composants du CAC 40. Donc, ça pourrait être intéressant de s'y intéresser. Et pourquoi pas de parler de ces sociétés qui portent le CAC 40, parler des bancaires, parler du secteur du luxe. Vous voyez, hein, Société Générale, très intéressant, cette figure de continuation ici. Depuis la sortie par le haut, on a une réelle envolée, hein, ici de Société Générale. Donc cette figure qui vient nous rappeler celle que l'on a abordée sur le DAX. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Le CAC 40 peut être à intégrer dans nos analyses. Et donc on revient à notre autre figure de continuation, ce fanion. On en est sorti par le haut. Le tout à présent est de casser les 15 136 points. Souvenez-vous, nous avons une projection d'Osoda ici, qui nous donne notre objectif. Et donc, pour en revenir concrètement au R3, alors par exemple ici, on va imaginer que notre objectif sont les 15 488. Donc ici, j'ai une espérance de gain, on va le voir, de 400 points.
une espérance de gain de... On va imaginer que pour simplifier les choses, on va imaginer que ma cible est à 15 390 points. Donc dans ce cas-là, j'ai une espérance de gain de 300 points. Pour respecter le R3, il faut que mon stop loss soit égal à un tiers de mon objectif. Donc il me faut un stop loss à moins 100 points. Donc un stop loss aux alentours des 14 980 points. C'est aussi simple que cela, le R3. Il y a un site ici qui explique à peu près hein, ce fameux R3 avec le calcul, votre point d'entrée moins le stop loss divisé par la target, l'objectif moins le point d'entrée. Et ça explique un petit peu tout cela, hein. Il y a la possibilité de le traduire, mais le mieux serait peut-être que je vous rédige quelque chose en français. C'est tout ce que j'ai trouvé de relativement intéressant, alors que c'est largement abordé dans la littérature sur l'analyse technique. Donc, je vais ressortir les livres et peut-être vous transmettre le plus intéressant sur le sujet. Mais c'est très simple, hein, on l'a vu, je le répète. Par exemple, si vous avez un objectif de 300 points, ici, 15 380, il faut que votre stop loss soit à moins 100. Donc une perte maximale de 100 points. Et donc là, vous avez respecté le R3 avec une espérance de gain 3 fois supérieure avec une perte par rapport à votre perte maximale. C'est aussi simple que cela et je le répète, hein, cela vous permet, si vous avez 3 trades perdants d'affilée, avec un seul gain, d'absorber les 3 dernières pertes. Et donc vous êtes flat, vous êtes neutre à ce moment-là. Vous l'aurez compris, si vous avez un trade gagnant sur deux, globalement sur votre compte de trading, vous êtes largement dans le positif. Donc voilà dans la pratique hein, comment cela fonctionne. N'hésitez pas à utiliser cette croix ici pour mesurer la distance avec vos objectifs. Et donc cela vous permettrait, par exemple ici on a un objectif, il me semble, de 400 points entre les 15 080 et les 15 088. Ce qu'il suffit de faire, vous allez faire 400, alors, 400 divisé par 3. Et ça vous donne votre stop loss. Il vous faut un stop loss à 133 points. Si votre objectif, c'est la projection de Soda. Donc c'est aussi simple que cela, le R3, à appliquer pour avoir une certaine discipline dans son trading, dans son money management, ce qui est capital, c'est ce qui fait la différence. Donc voilà pour le Nasdaq, cette parenthèse sur le R3. Alors concernant le S&P 500, rien de nouveau, on est toujours dans le range, sur un support, notre nuage, on attend la sortie. Le Dow Jones, c'est différent. On ne parvient pas à réintégrer le range. Alors, le Dow Jones, voici le range. On en est sorti par le bas, on ne parvient pas à le réintégrer. On est dans le nuage. Le support, c'est ce retracement de Fibonacci à 78,6%. Donc, rien à faire pour le moment, hein, concrètement, sur le Dow Jones. La situation est plutôt même assez critique hein, d'un point de vue H1. Vous voyez, la sortie du range par le bas, pullback sur la borne inférieure. On ne parvient pas à réintégrer. Certaines faiblesses hein, tout de même du Dow Jones. Quand, je vous le rappelle, le S&P 500 se maintient dans son range et le Nasdaq, quant à lui, est sorti de sa figure chartiste par le haut et est très proche de ses records historiques. Le Bitcoin, léger rebond du Bitcoin hier, on se replie aujourd'hui, 38 890 dollars. Rien à signaler pour le moment. Je pense que le gros signal baissier, ici, les signaux nous seront donnés par les moyennes mobiles, hein, concrètement. Le signal d'achat, c'est la cassure de la moyenne mobile simple 200, hein, pour un trading simple, tout simplement, parce que c'est très simple les moyennes mobiles et ça donne de très bons résultats. Le signal baissier, ce serait une cassure de la moyenne mobile 50, ici, à ce niveau-là, aux alentours des 34 080 dollars. Ça nous renverrait à 30 000 dollars. Et cassure des 30 000 dollars, dans ce cas-là, je pense que ce serait un approfondissement de la baisse considérable pour aller chercher le seuil psychologique des 20 000 dollars, voire 19 000 dollars. Pour l'heure, hein, le Bitcoin, on est relativement neutre. Le gold, alors effectivement, on s'y attendait, il y a eu une certaine volatilité hier, vous voyez, mais on reste au même niveau, on reste sur la Tenkan. Vous voyez cette volatilité, on est allé chercher, ici on a eu une impulsion haussière pour aller chercher les 1830 dollars l'once à l'intérieur du nuage et on s'est retiré et on est flat aujourd'hui au même niveau qu'hier. Demain, ce sera capital pour le gold. On a eu de la volatilité hier, pardon, on s'y attendait, mais demain ça pourrait être décisif, hein. On pourrait prendre ça pourrait être un réel tournant pour enfin sortir de cette période où il ne se passe pas grand-chose, mis à part hier, mais finalement on a fini au même point hein, là, au cours de la séance. On voit ici en données H4, on casse les 38,2%.
on réintègre immédiatement, on invalide immédiatement pour même traverser le nuage par le twist, ce croisement de SSA avec SSB. C'est une sortie de nuage par le bas, mais on est bien loin d'avoir confirmation. Vous voyez Machikou en plein milieu du nuage. Le silver, pareil, on est au même point. On est sous les 61,8%, renforcé par le palier de Kijun. Rien à signaler. Là, par contre, il y a des choses à faire. Vous voyez le pétrole, on est en train quasiment de sortir du nuage par le bas. On a une certaine marge de manœuvre par la Chicouspan. La situation est de plus en plus critique, hein. On pourrait aller se replier de plus de 50% pour aller chercher les 64,50 $ le baril de WTI. Et on va voir en intraday quelque chose d'assez intéressant. On a une oblique baissière, la voici. Et cette oblique baissière, elle relie les différents creux depuis début avril 2021. Vous voyez, on était sur le point de la casser, cette oblique haussière, pardon, le 20 juillet. On est en train de la tester à nouveau. Donc, prudence, hein, si on casse ici, on a les 67 $. Dernier rempart avant le creux du 20 juillet. Donc, je pense que ce qui jouera énormément, ce sera la situation pandémique en Chine, qui ne devrait pas s'améliorer, hein. Visiblement, on est en train de... Il y a de nouvelles restrictions, propagation du variant Delta dans plusieurs régions de Chine. Et donc, c'est une menace qui pèse sur la demande de pétrole. Donc, prudence sur le pétrole. Et d'ailleurs, au passage, c'est un signal Ishimoku de vente ici. Signal validé par la Chicouspan qui s'est désengagée du nuage. Et là, on est en train de tester ce point technique, cette oblique haussière qui relie les différents creux depuis le mois d'avril. Même topo, hein, pour le Brent. Ici, je n'ai pas tracé l'oblique, mais on va le vérifier ensemble. Ce que j'ai pour habitude de faire, je commence par la croix pour vérifier mes niveaux. Et vous voyez, ça tient. On y est également, très exactement. On y revient. Vous voyez, c'est cette oblique haussière ici qui est en cours de test. Et en cas de cassure, ce serait un signal. Même topo que ce soit pour le Brent ou pour le WTI, encore une fois. C'est tout à fait normal, hein. Les configurations techniques sont quasi similaires. Ici aussi, on remarque un signal de vente Ishimoku validé par la Chicouspan. Reste à donner notre dernier signal chartiste avant d'avoir une réelle alerte concernant le Brent, le Brent, oui, qui ne cesse de se replier, hein. Vous voyez, on se replie depuis le 30 juillet. Cela fait plusieurs séances que le pétrole est en train de céder. Le café, alors on n'a pas franchi les 61,8%, on ne les a pas cassés, ce support, il tient bon. On a une énorme résistance ici, hein, aux alentours des 181 cents, retracement de 50%, mais également palier de Kijun. Rien à signaler. Si on casse ici, en revanche, on pourra avoir un repli considérable en direction des 162. Et ici, vous voyez, on a peut-être très bientôt un franchissement de nuage avec, il faudra attendre la clôture, bien entendu, avec une belle marge de manœuvre pour Machicouspan avant d'atteindre son premier obstacle qui sera le nuage. Donc le café n'a peut-être pas terminé son repli. On marque simplement une pause ici, peut-être avant de reprendre la baisse. Le copper, attention, signal, alerte baissière ici, depuis la cassure de la borne inférieure. Et donc, en cas de sortie du nuage par le bas, ce serait un réel signal baissier sur le copper, sur le cuivre, pour aller chercher les récents creux. À 9100 très précisément. Donc, prudence sur le copper, on garde un œil dessus. Le blé. Alors le blé, échec ici au niveau du retracement de Fibo à 23,6%. Et ici, je vous ai marqué les points A, B, C, D. Donc pour le moment, c'est pullback en direction du point B, hein, vous voyez. On est sur le point B très exactement. Si on casse les 23,6%, c'est direction le point D à 770. Et ici, vous voyez, on avait eu un premier signal Ishimoku lors de cette sortie. Alors je vais le marquer avec une ellipse jaune lors de cette sortie du nuage par le haut, invalidé par la Chicouspan, on le voit en rouge. Seconde sortie du nuage par le haut, cette fois-ci validée par la Chikou. Hein, donc ici, on va allier retracement de Fibo et projection d'Osoda. La projection d'Osoda a été validée. Et si on casse ce retracement, ça confirmerait l'hypothèse d'une poursuite de la hausse en direction des 770 pour aller chercher mon point D.
Donc, très intéressant le blé à l'heure actuelle, hein. Il y a une forte demande en provenance de Chine. Il y a des craintes concernant l'offre, hein, notamment avec de très mauvaises récoltes aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de facteurs fondamentaux qui plaident en faveur d'une poursuite de la hausse. C'est ce qui a soutenu la récente hausse, hein, d'ailleurs. Il y a eu des rapports qui ont été publiés à la fin du mois de juillet concernant les récoltes et concernant les récoltes qui ont été mauvaises, hein, suite aux conditions météorologiques aux États-Unis. Et nous l'avons dit, hein, cette demande extrêmement forte en provenance de Chine. Donc il suffit que le technique le confirme et la dernière confirmation, encore une fois, nous sera donnée par le retracement de Fibo à 23,6%. Sur le Forex, on va constater ce biais vert qui s'est renforcé, hein, suite aux données, suite aux interventions des représentants de la Réserve fédérale américaine. Vous voyez, on s'est largement renforcé. Demain, ce sera NFP. Quel sera l'effet cette fois-ci? En tout cas, pour le moment, on est en train de tester à nouveau cette oblique baissière. On avait eu une fausse cassure ici pour réintégrer. Et donc, juste avant le NFP, c'est assez étonnant. Le NFP du mois dernier, on était vraiment dans la même position, si je puis dire, hein, vous voyez, on était à ce niveau-là, ici, très précisément, lors du NFP du mois de juin, du mois de juillet, pardon. NFP du mois d'août, on est au même point. Et ici également, on avait un précédent NFP sur cette oblique baissière. Donc on attend demain, demain ce sera capital, mais en tout cas, beau renforcement du biais vert, et qui se retrouve face à une grosse résistance, un nuage relativement épais. Vous voyez, il est allé le chercher très précisément, hein, avant de se replier. Bien sûr, cette hausse du biais vert a pénalisé l'euro dollar qui est allé tester euh, sa Kijun, 1,1840. Si ça casse, dans ce cas-là, on pourra envisager les 1,17. Tout dépendra du rapport NFP. Alors vous voyez, on est en train tout de même de rebondir sur le nuage, situation presque similaire que le biais vert en données H4, hein. C'est sur le biais vert en données H4, le nuage est résistance. Sur l'euro dollar en données H4, le nuage est support. Donc vous l'aurez compris, si le biais vert intègre le nuage à la hausse, l'euro dollar le franchira à la baisse. Ce serait pour aller chercher le seuil psychologique des 1,18, dernier rempart avant les 1,17. Car vu les attentes concernant le NFP de demain, on pourrait avoir un repli assez considérable de l'euro dollar en cas de renforcement du biais vert. GBP-USD, hein, pas grand chose à signaler ici, on est sur la même zone, on rebondit en données H4 sur le nuage. USD-Yen, depuis l'invalidation, continue à la hausse, on teste à Kijun, donc pas grand chose. AUD-USD non plus, on est toujours à l'intérieur de cette figure. GBP-NZD, hein, non plus, toujours rien à signaler, rebond sur le nuage. Et pareil pour le NZD qui en données journalières fait face à une grosse résistance, c'est le nuage Ishimoku. Voilà pour le marché des changes, hein, le plus intéressant bien entendu on le retrouvera aujourd'hui, ce sera le GBP avec la décision de la BEE, donc à midi et demi il me semble. À 13 heures, autant pour moi. Donc 13 heures, volatilité attendue sur les paires en GBP, hein. Le GBP Yen également pourrait être intéressant à surveiller, hein, vu les récents mouvements. GBP Yen, hein, on a eu un signal d'achat qui a été validé par la Chikuspan, donc à voir si on parvient à maintenir cette dynamique sur le GBP Yen. Donc à voir si peut-être il serait plus judicieux de privilégier le GBP Yen au GBP USD. Le GBP USD, ce serait peut-être pour demain. Donc voilà pour ce Good Morning Market, voilà pour ces petites précisions sur le R3. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On a fait un petit exemple, hein, très rapidement concernant où placer donc son stop loss par rapport à son take profit. Le mieux c'est de raisonner comme cela, d'avoir un objectif qui nous est donné par le chartisme, par les projections de soda, par nos outils techniques, et ensuite déterminer stop loss. Après, effectivement, si on n'a pas suffisamment de capital, on peut faire le raisonnement inverse, déterminer son stop loss, donc combien on est prêt à perdre, notre perte maximale, et à partir de cela, on multiplie par 3 pour avoir l'objectif. Mais selon moi, le plus efficace, c'est de définir son stop loss par rapport à son objectif. Donc voilà pour cette parenthèse money management, on en parle très peu.
et je pense que c'est, très important. C'est ce qui fait la différence. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a eu beaucoup de demandes, hein, concernant l'article sur, les projections, d'Osoda. Il y aura le salon du trading, hein, le début octobre. J'interviendrai lors de ce salon justement sur les piliers Ishimoku. Donc pour ceux qui seront sur Paris à ce moment-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc ce sera ma présentation sera essentiellement sur le sujet. Voilà, sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Vous voyez d'ailleurs le CAC 40, hein, qui part comme une flèche, 6777. Je pense qu'on en parlera plus dans le détail dès demain. Merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.